Bonjour, j'avais prévu de faire des lectures publiques, des lectures chez l'habitant de Quand Jeff m'a dit, le récit que je viens de publier. Et puis le confinement est arrivé, donc tout a été annulé. J'ai donc décidé de faire ces lectures vidéo pour vous présenter ce texte. Donc bienvenue dans ce premier épisode. Pour tourner ces vidéos, je cherchais un décor qui corresponde à l'histoire que je racontais. Ce décor, je l'ai finalement trouvé chez mon ami Christophe. Alors le décor, le voilà. C'est cette 2 chevaux à K400, la même que celle avec laquelle nous avons fait le voyage avec Jeff. Alors, quand Jeff m'a dit, ça raconte quoi? C'est l'histoire de deux Savoyards, deux jeunes Savoyards de 25 ans, Paul, c'est moi, et Jeff, un copain. On est suivi d'un peu trop près par les renseignements généraux. On a envie de changer d'air, envie de tout découvrir. On décide de partir pour l'Afrique, en 2 chevaux, à travers le Sahara. Alors pour vous raconter cette histoire, le plus simple c'est de commencer par le début. Je vais donc vous lire le premier chapitre. Quand Jeff m'a dit « il faut qu'on se barre d'ici », je me suis dit « ça y est, c'est parti ». Et puis il a ajouté « il faut qu'on se barre loin d'ici ». Moi j'ai juste dit « ouais, très loin ». Sur la platine de la chaîne stéréo, Dylan chantait Like a Rolling Stone. Je me suis levé, je suis allé jusqu'à la cuisine, ou plutôt au recoin qui nous servait de cuisine. J'ai pris la bouteille de vin qui était sur la table et 2 verres. Je suis revenu dans le salon, dans le coin qui nous servait de salon, et je nous ai servi. L'été précédent, on avait fait les vendages à Vaqueras. On était revenu avec quelques bonbonnes de vin qu'on avait mises en bouteille. Ça nous changeait des vins pas chers qu'on buvait habituellement. Jeff a bu une gorgée et il a dit « on part quand ?» Moi j'ai dit « juste avant la fin de l'année ». On était le 25 novembre. C'était il y a plus de 40 ans, au milieu des années 70. On était une petite bande. Le nombre de gens qui la composaient variait en fonction des arrivées et des départs. On était un peu anard, de gauche, très à gauche. On vivait de petits boulots, juste ce qu'il fallait pour nos besoins. À cette époque, c'était facile de trouver un travail, donc facile de le quitter. On avait fait quelques coups, un cocktail Molotov contre la porte d'entrée de la villa du député du coin, le jour où il avait été nommé ministre, la mise en place d'une frontière pour une commune libre, et puis bien entendu plusieurs passages au tribunal pour des motifs qui allaient du refus de contrôle d'identité à outrage à agent. Avec Jeff, on était les 2 piliers de la bande. On servait de point de convergence à des groupuscules libertaires qui se rassemblaient pour des actions ponctuelles. Les RG, les renseignements généraux, passaient souvent nous voir dans l'appartement où on logeait tous les 2. Ils venaient à chaque fois qu'il se passait quelque chose de louche dans la région. « Vous étiez où la nuit dernière? Vous faisiez quoi ce matin entre 8h et 10h? On vous avait eu traîner autour de la préfecture. Vous préparez quoi ?» Ces visites étaient de plus en plus fréquentes et elles se terminaient invariablement par un « salut, à la prochaine ». On était fichés et surveillés. Pour être tranquille, la seule solution, c'était effectivement de se faire oublier, de partir loin d'ici. Bienvenue dans ce 2e épisode dans des lectures de Quand Jeff m'a dit, le récit que je viens de publier. Après quelques déconvenues dans nos premiers kilomètres du voyage en Afrique, on est obligé de faire 2000 km
et pour revenir à notre point de départ à cause du conflit entre le Sahara espagnol, l'Algérie et le Maroc. Dans l'extrait que je vais vous lire, on est à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Donc nous sommes à la page 19, au milieu d'un chapitre. À Figuig, côté marocain, le passage se fait sans problème. Côté algérien, en approchant du poste de Beni Ounif, les militaires sont encore plus nombreux. Celui qui nous fait signe de nous arrêter nous dit de nous garer sur le parking derrière le bureau de la douane. 2 soldats armés se postent de chaque côté de la voiture. Un douanier nous dit de descendre et de le suivre. Dans le bureau, il nous demande notre destination. On lui répond « Le Cap, en Afrique du Sud ». Il éclate de rire. « Avec une 2 chevaux ? Mais vous êtes fous !» Il prend nos papiers sans s'arrêter de rire, les ausculte, téléphone, réausculte nos papiers et nous laisse dans la salle d'attente. Il ferme la porte à clé. Il y a 2 bancs, les murs sont peints à la chaux. Une ouverture avec 4 barreaux sert de fenêtre. L'endroit ressemble plus à une cellule qu'à une salle d'attente. Je me pose sur un banc, Jeff va à la fenêtre. Il me dit de venir voir. De là, on voit un parking, on voit le parking sur lequel est notre voiture et 2 militaires qui sont en train de la désosser. Le capot est ouvert, le filtre à air est par terre avec les tuyaux de refroidissement, les malles ouvertes et vidées. Il démonte le pot d'échappement et 2 roues de secours. 3 heures plus tard, plus personne ne s'agite autour de la voiture. Un jeune garçon arrive à la fenêtre, il parle bien le français, il nous propose de l'eau. 1 dirham le verre. C'est très cher mais on accepte. Je lui demande si, à son avis, on pourra récupérer la voiture et nos affaires et si on a une chance de passer la frontière. Il nous dit que, comme il n'y a quasiment personne qui vient jusque-là à cause des tensions avec le Maroc, les douaniers s'ennuient et quand ils tiennent des touristes, ils les gardent la journée. Ça leur passe le temps de faire semblant de chercher des armes ou de la drogue en démontant les voitures. Ce qui les amuse, c'est de voir les gens remonter leur voiture. Et puis ça leur permet de faire des rapports à la direction des douanes et d'être bien notés. Il ne faut pas qu'on soit inquiet, on pourra passer la frontière ce soir ou demain matin. Le jeune garçon est sympathique, il s'appelle Amar. On lui demande s'il peut nous trouver quelque chose à manger. Il tape d'abord 3 cigarettes à Jeff, moi je ne fume plus depuis 1 an, et disparaît. Il revient 2 minutes plus tard avec un sachet de dattes. Je lui paye les dattes et les verres d'eau. Il nous dit qu'il viendra dans l'après-midi pour nous aider à remonter la voiture. Vers 3 heures, le douanier vient nous ouvrir la porte. Il est désolé pour nous, ce sont les ordres, ils doivent inspecter tous les véhicules susceptibles de transporter des armes ou de la drogue. Il nous rend nos papiers avec le tampon de la douane et nous souhaite bon courage pour la route. Quelques minutes plus tard, Amar arrive. Il travaille avec moi pour remettre en état ce qui a été démonté, pendant que Jeff récupère les affaires éparpillées sur le sol et les met en vrac dans la voiture. Tout en travaillant avec Amar, qui se débrouille très bien en mécanique, on discute. Il s'avère qu'il est le fils du chef de poste. La douane de Beni Ounif est en fait une affaire de famille. Le père est douanier, la mère tient la petite épicerie, d'où venaient les dattes, et le fils fait l'intermédiaire entre les touristes, la douane et l'épicerie. Amar nous dit que son père nous offre un thé et qu'il nous propose de dormir à la douane, car en ce moment la piste en direction de Béchar n'est pas très sûre la nuit. Il nous invite à nous installer dans la salle d'attente, mais on préfère dormir dans la voiture. Bonjour, bienvenue dans ce 3e épisode des lectures de Quand Jeff m'a dit, le récit que je viens de publier.
On est dans le Sahara avec les aléas du désert, avec des rencontres parfois passionnantes, parfois moins intéressantes. Et comme dans le chapitre que je vais vous lire, des fois des rencontres fort improbables, en plein milieu du Tanesrouf. Le Tanesrouf, c'est une bande dans le désert du Sahara qui est à cheval sur le Mali et l'Algérie, qui s'étend sur environ 600 km et qui est considéré comme un des déserts les plus inhospitaliers du monde. Voilà, on y va. Hop. On est à la page 45. Après Bidon 5, la piste se promène encore entre les dunes sur une cinquantaine de kilomètres. Fetch, dunes, la progression est difficile. On s'arrête. Jeff monte sur le toit de la voiture avec les jumelles. Je crois qu'il y a une bagnole arrêtée là-bas. Il me montre un point plein ouest. Par contre, on est bien dans la bonne direction. Il y a des bidons à 1 kilomètre au sud. Je lui demande si la voiture est une épave. Il me dit qu'il a l'impression qu'il y a quelqu'un sous un auvent près du véhicule. On se dirige vers cette voiture. Elle est à plus d'1 kilomètre. C'est un gros coupé américain. Un homme et une femme sont assis dans des transats, abrités du soleil par un auvent improvisé, avec un bout de toile coincé dans la portière et 2 piquets plantés dans le sable. Lorsqu'on s'arrête à côté d'eux, l'homme, en short et torse nu, se lève et vient vers nous avec un grand sourire. « Hello, thank to be here !»« Merci d'être là. » J'engage la conversation dans mon anglais approximatif en faisant la traduction pour Jeff. Ils étaient avec le convoi, ils ont perdu les autres de vue et ils sont en panne d'essence. Ils n'ont quasiment plus d'eau. Jeff fait quelques commentaires. Ils sont trop cons, c'est pas une bagnole pour venir dans le désert. Ils croyaient quoi, qu'il y avait une autoroute pour traverser le Tanesrouf ? L'anglais, il me dit qu'ils sont anglais, me demande ce que dit Jeff. Je lui dis qu'il propose qu'on boive un café et qu'on voit ce qu'on peut faire. Il me regarde avec un sourire. Il semble comprendre que je n'ai pas traduit exactement les propos de Jeff. Lui, c'est Edward. Il nous présente sa compagne, Cathy. La jeune femme doit avoir une 20aine d'années et lui une 10aine de plus. Elle est en mini-jupe et t-shirt. On s'assied tous les 4 par terre, sous leur auvent. Il nous raconte qu'après s'être ensablés, des gens du convoi les ont aidés à s'en sortir et qu'ensuite, ils ont très certainement dû s'écarter de la piste et qu'ils n'ont plus vu personne depuis 3 jours. Edward a l'air de se rendre compte de la situation, mais Cathy semble tout à fait zen, comme si tout était normal. Je traduis au fur et à mesure, et Jeff fait en permanence des remarques qui commencent systématiquement par « ils sont trop cons ». J'ai quelquefois du mal à m'empêcher de rire, comme quand il me dit qu'ils n'ont qu'à appeler un taxi. On leur donne 5 litres d'essence et de l'eau, et on va les ramener sur la piste. Le chauffeur, hier, nous a dit qu'un camion passerait et qu'il aurait certainement de l'essence. Et puis, on est à un peu plus de 50 km de Borj Mokhtar, le poste frontière algérien. Quand on y arrivera, on préviendra la douane pour que les prochains véhicules qui partent vers le nord prennent de l'essence et les dépannent. Ils remballent leur auvent et les quelques affaires qui traînent autour de la voiture. Le temps de réamorcer la pompe, le moteur tarde à démarrer, mais la batterie tient le coup. Dès qu'il commence à vouloir rouler, il patine un peu dans le sable. Jeff lui fait signe d'arrêter. Ils sont trop cons avec leurs grosses bagnoles. Ils vont se planter avant d'arriver sur la piste. Si on met là 2 chevaux devant et qu'on les tire avec une corde, ça va aider leur char à avancer. Sur le coup, je pense qu'ils déconnent, mais c'est vrai, on ne pourrait pas les remorquer. Par contre, les tirer en même temps qu'eux essaient de rouler, ça permettra peut-être de leur éviter de se planter. On explique la manœuvre à Edward.
Il est dubitatif, mais d'accord pour essayer. On se met en route, la 2 chevaux souffre. Je fais attention de ne pas trop faire patiner l'embrayage. Et doucement, on arrive à la piste. Je détache les cordes. Jeff, qui a fait le tour de la voiture, c'est une Plymouth décapotable, m'appelle. Viens voir. À l'arrière, le pot d'échappement pend lamentablement au sol. Sans rien dire, il va à la 2 chevaux et revient avec du fil de fer et une pince. On se met tous les deux sous la voiture, on attache le pot au châssis. Lorsqu'on sort de dessous la voiture, nos 2 Anglais sont debout, face à nous, ils nous regardent bouche bée. C'est Cathy qui parle la première. C'est aussi la première fois qu'elle dit quelque chose, et c'est les seuls mots qu'on entendra d'elle. « You're so sweet, vous êtes trop chou. » Jeff commence à craquer. « Et en plus, elle parle !» Edward nous dit que le verrouillage de la capote de la voiture est cassé côté conducteur. Mais il se croit dans un garage. Il y a du progrès, Jeff n'a pas rajouté ce con. Je rigole, je vais à la voiture chercher un bout de chambre à air. J'arrive à bricoler une attache qui va maintenir la capote pendant un moment. Edward ouvre son coffre, en sort 2 bouteilles de Beaujolais qu'il nous offre. Cathy nous donne un petit sachet, c'est de l'herbe. Ça explique peut-être son détachement par rapport à la situation. On reprend la route. Dans le rétroviseur, je vois nos 2 Anglais réinstaller leur auvent. Jeff lâche une dernière formule pour clôturer l'épisode. Ils sont barges, ces British. Bonjour et bienvenue donc pour ce 4e épisode des lectures de Quand Jeff m'a dit, le récit de voyage que je viens de publier. Après moult péripéties, nous arrivons à Abidjan. Nous y rencontrons quelques routards, quelques ex-routards qui se sont installés là. Jeff rentre en France en avion. Et moi, je trouve du travail dans une entreprise d'électricité dont le siège est à Gagnoa. Gagnoa, c'est une ville qui est à 250 km d'Abidjan, au centre-est de la Côte d'Ivoire. Pour cette entreprise, je parcours tout le pays de chantier en chantier, de rencontre en rencontre. Au fil des chapitres, il est question de crocodiles, d'éléphants, de lions, de combats à main nue, de feux d'artifice. Dans l'extrait du chapitre que je vais vous lire, je suis avec 2 ouvriers, Soukouri et Henri, et nous sommes logés dans des cases d'un tout petit village dans le parc national de la Comoé. Allez. Voilà. On est à la page 113. Le matin, quand je me réveille, Soukouri et Henri sont déjà devant leur case. Je leur demande s'ils ont bien dormi. Soukouri me dit qu'il a vu les lions. Je les ai vus, patron, comme je te vois. J'avais dormi, mais juste quand le jour y commence, j'ai été réveillé. J'ai été voir par les trous de la porte, et j'ai attendu un peu longtemps, mais pas trop. Et puis j'ai vu passer les lions, juste derrière la grande case, en face. J'ai appelé Djekou Henri, il voulait pas venir voir, mais il est venu quand même. Il les a vus aussi. Il y avait 2 gros et un petit. Ils marchaient doucement. Moi, j'étais prêt à la bagarre. Mais ils n'ont même pas regardé la case. Tu les as vus, toi, patron ? Non, moi, j'ai dormi. Je viens juste de me réveiller. La nuit prochaine, je vais essayer de me réveiller à l'aube pour les voir passer. Que je n'ai pas eu peur semble stupéfier Soukouri. Eh, patron, tu t'en fous la mort, toi ? Non, Soukouri, je me dis juste que si les gens qui habitent là sont toujours vivants, c'est que les lions ne s'attaquent pas à ceux qui dorment dans le village. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est le chemin des lions, il ne faut pas se mettre sur leur chemin. Si tu restes dans ta case, tu risques rien. C'est ce que je pense. Ce jour-là, on a préparé et planté les poteaux et fait les raccordements du groupe au tableau électrique.
J'ai commencé à avoir très mal à une dent. En fin de journée, j'avais la joue droite gonflée par un gros abcès au niveau d'une prémolaire qui, depuis assez longtemps, bougeait un peu. Les aspirines que j'avais prises tout au long de la journée ne calmaient plus la douleur. J'avais une grosse rage de dents. Je n'avais aucun moyen de communication. Le dentiste le plus proche devait être à plus d'1 heure de piste et je ne me sentais pas capable de conduire si longtemps. À 10 heures du soir, Soukoury et Henri dormaient dans leur case. Je suis allé prendre la caisse à outils dans la voiture. J'ai pris une pince Becro. J'ai sorti de mon sac la bouteille de whisky que j'avais toujours dans la voiture au cas où il faille faire un cadeau. J'ai bu une grande rasade au goulot. Je suis resté un moment devant mon miroir de voyage accroché à un bois près de la porte, bouche ouverte, la pince à la main. Il a fallu une deuxième rasade de whisky pour que je me décide. J'ai bien positionné la pince sur la dent, j'ai respiré un grand coup et j'ai tiré de toutes mes forces. La dent n'est pas venue facilement, mais elle est venue. J'ai tout de suite pris une gorgée de whisky que j'ai gardée dans la bouche en la faisant bien aller du côté de la dent arrachée. Je suis sorti pour cracher le mélange de sang et de whisky. J'ai renouvelé l'opération plusieurs fois et j'ai arrêté quand je n'ai recraché que du whisky et qu'il n'y avait plus de sang. J'ai repris une grosse gorgée de whisky que cette fois j'ai avalé avec 2 aspirines. Ma joue était dégonflée, la douleur était encore présente, mais c'était bien plus supportable. J'ai eu beaucoup de mal à dormir, je somnolais par moments, et quand j'ai vu le jour se lever, je suis allé à la porte regarder entre les planches disjointes. J'ai attendu un quart d'heure, et au moment où j'allais abandonner et retourner me coucher, j'ai vu arriver les 3 lions. Comme me l'avait dit Soukoury, ils passaient derrière la case du chef, à moins de 50 mètres de moi. C'était incroyable, impressionnant. Leur passage n'a duré que quelques secondes, 10, 20, je ne sais pas, mais je suis resté planté là, derrière les fentes de la porte. L'image de ces lions gravée dans mes pupilles, j'aurais voulu partager ça, le raconter tout de suite à Jeff, aux copains qui étaient restés en France, à la terre entière. Je n'avais plus mal aux dents, je suis allé m'allonger et je me suis endormi immédiatement. À 8 heures, c'est Henri qui m'a réveillé en tapant à la porte. « Patron, ça va? Ta bouche, elle est toujours gonflée ?»« Ça va, Henri, j'arrive tout de suite. » Quand je suis sorti de la case, Henri et Soukoury étaient devant ma porte, visiblement inquiets. « Hé, patron, ta bouche, elle a dégonflé? Mais on dirait que t'as pas beaucoup dormi. C'est ton yeux qui est gonflé ce matin. » « Tu as raison, Soukoury, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai arraché ma dent hier soir. »« Hé, patron, t'as arraché toi-même? C'est pas possible, ça. » Henri, lui, a retrouvé le sourire. « Ah, il est trop fort, notre patron. » Mais Soukoury était plus nuancé dans ses propos. « Oui, il est trop fort, mais il est un peu sauvage aussi. »« Mais comme j'ai pas dormi, j'ai vu les lions ce matin. »« Hé, tu as vu? J'avais pas menti, hein, patron. Moi, j'ai mis ma natte devant la porte, j'ai dormi avec la machette contre moi et j'ai même pas regardé. » Je lui réponds en rigolant. « Mais c'est dangereux, ça, Soukoury, de dormir avec la machette. Tu pourrais te blesser. »« Mais patron, faut pas se moquer de moi. » Bonjour et bienvenue dans ce 5e et dernier épisode des lectures de présentation de Quand Jeff m'a dit. Après 3 années passées en Côte d'Ivoire dans une entreprise d'électricité, j'ai été débauché par un forestier qui a des scieries au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Libéria. Dans l'extrait du chapitre que je vais vous lire, je suis au Libéria et je viens remplacer le directeur de la scierie qui part en vacances. C'est parti.
On est à la page 136. La passation de pouvoir avec André se déroule bien. C'est un gros nounours, format armoire à glace, mais très gentil. Il est content de partir à moi. Il me dit qu'il n'en peut plus de ce pays. Il me souhaite bon courage. La première semaine se passe sans problème. Le travail de la scierie est le même que dans toutes les scieries du monde, et les relations avec les ouvriers libériens ont été bonnes dès le départ. Mes 3 années d'expérience en Côte d'Ivoire m'ont bien aidé. 3 jours avant Noël, le moteur d'une déligneuse tombe en panne en mettant une des 2 chaînes de production à l'arrêt. Je vérifie le collecteur, je teste les enroulements, il y a une coupure dans l'une des bobines, impossible de réparer sur place, il faut refaire le bobinage. J'appelle Horace par radio, il m'envoie au plus vite Lamberterie, en avion avec un moteur neuf. Il vient le lendemain, on est le 23 décembre. En plus du moteur, il m'apporte un bocal de foie gras, une bouteille de champagne et un paquet cadeau. Le foie gras et le champagne, c'est de ma part. Le cadeau, c'est de la part de ma femme. Je pense que c'est de la nourriture intellectuelle. Le soir, après son départ, et après avoir remis la déligneuse en route, j'ouvre le paquet. C'est un livre, L'homme de sable, de Jean Joubert. Il y a une carte, c'est une photo de Varan. Au dos, elle a écrit « Joyeux Noël, vous nous manquez ». L'homme de sable. Est-ce que ça veut dire que je lui ai filé entre les doigts comme du sable? Ou est-ce que c'est elle qui m'a échappé? Je n'ai pas saisi le message, mais j'ai aimé le livre. Le dimanche après-midi, il m'arrive de penser à elle, mais elle ne me manque pas. Je suis bien, tout seul dans ma brousse. Je passe mes journées avec les 45 ouvriers de la scierie, et à partir de 18h, à part un gardien armé jusqu'aux dents aux portes de la concession, je suis seul. Ma maison est à l'autre bout de la scierie et du parc à bois, tout près de la forêt. Elle domine une grande clairière, celle où s'est posée Lamberterie avec son Cessna 172. Et le soir, de ma terrasse, j'y vois souvent des antilopes venir brouter les jeunes pousses. Je médite sur le bonheur de ma solitude dans cette nature sauvage. Cette année-là, Noël et le Nouvel An ont été des jours comme les autres. Seul un sandwich au foie gras a changé d'ordinaire. Siegfried est resté dans sa cabane. Moi, je me suis occupé de la scierie. J'ai lu, j'ai regardé les antilopes et j'ai écouté les perroquets jacasser dans les grands arbres derrière la maison. Le 5 janvier, alors que la journée avait commencé tranquillement, j'entends des cris dans la scierie. Je sors du bureau. Je vois un groupe d'une trentaine de militaires qui encerclent le bâtiment et mettent en joue les ouvriers. Certains d'entre eux se saisissent de leurs armes. Je hurle « Stop, put your weapon down !» Baissez vos armes. Le capitaine du détachement s'avance vers le bureau. Il s'adresse à moi dans un pidgin basé sur un mélange d'anglais et d'argot américain que je réussis à peine à comprendre, et que je serais bien incapable de retranscrire dans sa version originale. On n'a pas eu nos salaires depuis 2 mois, on cherche l'argent. Il faut que tu me donnes 10 000 $ ou je fais tirer sur tes ouvriers. William, le conducteur de la scie-tête, qui fait office de contremaître et avec qui je m'entends bien, me rejoint. Il a peur. « Hé, Mr. Paul, il faut payer. La semaine dernière, ils ont tué 2 ouvriers dans la plantation d'EVA. » Je lui dis de faire arrêter toutes les machines et de ne pas se faire de soucis. Pour me laisser le temps de réfléchir, je vais rechercher 2 chaises dans le bureau. Je propose au capitaine de s'asseoir pour discuter. Il me dit qu'il ne veut pas discuter. Il veut de l'argent, mais il finit par s'asseoir. Je lui demande si avec ces hommes, ils font partie de l'armée gouvernementale ou des rebelles. Je suis de l'armée du futur gouvernement. Mais quel futur gouvernement? Du futur gouvernement du peuple africain du Libéria, pas celui des faux noirs américains. Mais c'est les Américains qui tuent les locaux. Pourquoi toi tu vas tuer des ouvriers?
Parce que si tu ne me donnes pas l'argent, je serai obligé de les tuer, et ça sera de ta faute, pas de la mienne. Bon, ici on va tuer personne. Je vais te faire une proposition. On se bat tous les deux. Si tu gagnes, je te donne l'argent. Si je gagne, vous partez. T'es d'accord? Il éclate de rire. Toi, le jeune blanc, tu veux te battre avec moi? Et moi, je suis un soldat. Je suis devenu capitaine parce que je me bats comme un lion. Et tu pourras jamais gagner contre moi. Bah alors, t'es d'accord? Ok, si tu veux. Mais je vais vraiment te faire mal, petit blanc. Voilà, je vais évidemment pas vous lire la suite, je vais vous laisser la découvrir. Mais avant d'en terminer avec ces lectures, je voulais vous dire un truc. Moi, quand je suis dans une librairie, pour voir si un livre que je ne connais pas ou un auteur que je ne connais pas peut me plaire, je lis la page 1 et la page 100. Donc pour ce qui est de Quand Jeff m'a dit, je vous ai lu la page 1 puisque j'ai lu le premier chapitre. Et je vais vous montrer la page 100. La page 100, c'est celle-ci. Il y a 4 lignes. Donc je vais vous les lire et vous me direz si ça vous aurait donné envie de le lire en entier. Je fais réchauffer le reste de ratatouille et je mange le rôti froid avec des cornichons en écoutant Harvest de Neil Young sur mon radiocassette usé par le sable. Il va falloir que je m'achète une petite chaîne stéréo. Je verrai ça avec mes amis libanais. Vous me direz si ça vous donne envie de le lire. Au revoir.